Bienvenue au Rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 8 mars 2024. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine technologique et fantasmagorique. Sur tous les niveaux. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai continué mon petit ménage technologique pour réduire mon empreinte écologique, technologique, électrique. Oh là là. J'ai fermé un vieux portable Windows, enlevé les licences, les logiciels, les antivirus, les abonnements, tout ça. Et pour m'apercevoir quelques jours après, en y pensant bien, que j'avais une vieille imprimante laser qui n'est pas équipée de réseau Wi-Fi ou peu importe, c'est un petit câble USB. Elle était branchée en partage sur ce petit PC. Alors là, il va falloir que je me trouve un grand câble. Un grand câble. Et là, je me suis dit, peut-être j'en ai plus besoin d'imprimante, mais dans un cas précis, je m'en servais. Mais c'est vraiment un cas précis. Puis là, je me suis dit, peut-être qu'un jour, on n'aura plus besoin de ces appareils-là à la maison. Je pensais, je philosophais. Je me disais, est-ce qu'un jour, je vais avoir des machines Windows? Est-ce qu'un jour, je vais avoir des machines? Dans le fond, est-ce qu'on a vraiment besoin, monsieur et madame tout le monde, d'avoir des ordinateurs à la maison? À moins d'avoir des besoins spécifiques, là, on se le dit. Travail à la maison, gaming, des choses comme ça. Mais avec les tablettes et tout ça, l'intelligence artificielle, n'oubliez pas ça. On va peut-être être, dans le futur, être tellement artificiellement intelligent, on n'aura plus besoin de ces petites boîtes puériles et gourmandes en énergie. Voilà, ma philosophie. Hey, on commence ça tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Windows 11, c'est la fin des applications Android sur PC. Quand même, Windows 11 est capable d'exécuter nativement des applications Android. Les utilisateurs peuvent ainsi les installer directement sur leur système d'exploitation. Ils disposent d'un choix plus élargi, profitant d'un panel plus complet d'applications et de jeux en piochant sur l'Amazon App Store. Mais cette fonctionnalité s'apprête à disparaître. Le sous-système Windows pour Android, le WSA, va en effet être abandonné le 5 mars 2025. D'ici un an. Conséquence directe, l'Amazon App Store et toutes les applications tributaires du WSA ne seront plus pris en charge à compter de cette date. Le support restera toutefois actif pendant un an. Les utilisateurs ayant installé des applications avant le 5 mars 2024 pourront ainsi toujours y accéder jusqu'à la date de débranchement annoncée qui est en 2025. Dans un document dédié aux développeurs, Microsoft ajoute que les applications déjà installées pourront tout de même être utilisées après la date de dépréciation. Les utilisateurs souhaitant installer de nouvelles applications Android ne pourront toutefois plus les récupérer. Mais pourquoi le géant de Redmond a pris cette décision? Comme l'explique Windows Central, Microsoft a probablement décidé de mettre fin au WSA car peu de personnes l'utilisaient. Qui plus est, les applications mobiles et les jeux valant la peine d'être installés se déclinent souvent en version PC, ce qui rend l'utilisation du sous-système Windows pour Android beaucoup moins pertinente. Toujours est-il que la disparition à venir de cette fonctionnalité est étonnante, tant Microsoft la mettait en avant pour vanter son système d'exploitation Windows 11. Les personnes qui souhaitent encore installer de nouvelles applications Android sur leur PC devront revenir à l'ancienne méthode. Il est en effet possible de passer par des émulateurs Android gratuits, lesquels permettent d'émuler des applications Android sur votre ordinateur. Parmi les solutions les plus populaires, on peut notamment citer BlueStacks, apprécié pour sa simplicité d'utilisation. Game Loop, comme son nom l'indique, se concentre sur les jeux. Vous pouvez aussi jeter votre dévolu sur Memu ou Nox Player.
Apple maintient finalement la fonction Web App de Safari en Europe. iOS 17.4, dont la version finale est sortie justement cette semaine, aurait dû signaler la fin de la fonction qui permet d'installer depuis Safari des Progressive Web Apps, les PWA, sur l'écran d'accueil de l'iPhone en Europe. Ces Web Apps bénéficient d'une bonne partie des fonctionnalités des applications natives, affichage plein écran, notifications, stockage en local, sans avoir besoin de les télécharger depuis l'App Store. Parmi les web apps les plus connus, on peut citer les services de streaming des jeux GeForce Now ou encore Xbox Cloud Gaming, qui sont actuellement le seul moyen d'accéder à ces services sous iOS. Cette décision a provoqué un branle-bas de combat auprès des développeurs web, ainsi qu'au sein de la Commission européenne qui se tenait prête à lancer une enquête sur le sujet. À quelques encablures de l'échéance, Apple est revenu à de meilleurs sentiments et a finalement conservé la fonction PWA dans iOS 17.4. Et je les cite, « Nous avons reçu des demandes pour continuer le support des applications web sur l'écran d'accueil dans iOS », a déclaré Apple. Donc, nous allons continuer à proposer la possibilité d'installer des web apps sur l'écran d'accueil dans l'Union européenne, bien sûr partout à travers le monde. Le constructeur estimait précédemment qu'il serait techniquement trop difficile de continuer à proposer cette fonction dans le cadre du DMA. Finalement, les PWA pourront continuer à être développés directement avec WebKit, le moteur de rendu de Safari et son architecture de sécurité. Apple explique que la suppression de cette capacité a été, je cite, motivée par les préoccupations complexes de sécurité et de confidentialité associées aux applications web pour soutenir des moteurs de rendu alternatifs, ce qui est une des mesures du DMA. Les choses ont fini par revenir à la normale. Difficile de ne pas s'en réjouir et de regretter tout le drama autour de cette affaire. Streaming, Apple écope d'une grosse amende. La Commission européenne vient d'infliger une amende de 1,84 milliard d'euros à Apple pour abus de position dominante dans l'industrie du streaming musical. C'est une grande première puisque la pomme n'avait jamais été sanctionnée par les autorités de la concurrence européenne auparavant. Cette décision découle d'une plainte déposée par Spotify en 2019. Le géant suédois du streaming musical reprochait à Apple d'empêcher les développeurs d'applications de promouvoir des services concurrents à Apple Music sur iPad et iPhone. Margrethe Vestager, commissaire à la concurrence, explique que cette façon de cacher activement l'existence de services alternatifs moins chers en dehors de l'écosystème Apple constitue une infraction aux droits de l'UE sur la concurrence loyale. En plus de cette amende, Apple a donc également été sommé de supprimer complètement ces mesures dites anti-steering. La commission a souhaité frapper fort avec un montant symboliquement important, proportionnel à l'immense succès commercial d'Apple, une mesure que l'institution estime nécessaire pour dissuader un tel géant de recommencer à l'avenir. Elle espère aussi que cela servira de mise en garde aux autres pointures de la tech qui envisageraient de mettre en place des dispositifs similaires. Apple, de son côté, ne l'entend évidemment pas de cette oreille. Par voie de communiqué, la marque de la pomme a immédiatement annoncé son intention de faire appel de cette sanction qu'elle estime prise, et je cite, « En dépit de l'échec de la commission à apporter la moindre preuve crédible d'un préjudice aux consommateurs. » Elle considère aussi que l'institution a ignoré les réalités d'un marché florissant, compétitif et en croissance rapide. Dans le même document, Apple s'attaque aussi directement à Spotify. Elle estime que ces revendications sont infondées et même assez hypocrites. Elle avance que l'entreprise suédoise occupe elle-même une position relativement dominante sur le marché européen du streaming musical et estime qu'elle lui doit énormément. Le géant américain se dit même fier d'avoir joué un rôle clé dans le succès de Spotify. Et je cite, « Une large part de leur succès est liée à l'Apple Store et aux autres outils de technologie que Spotify utilise pour construire, mettre à jour et partager son application avec les utilisateurs d'Apple », peut-on lire dans le communiqué. Mais la gratuité ne suffit pas à Spotify. Ils veulent aussi réécrire les règles de l'App Store à leur avantage. Ils veulent utiliser les outils et les technologies d'Apple, distribuer leur application sur l'App Store et bénéficier de la confiance mutuelle
mutuelle que nous avons construite avec les utilisateurs sans rien payer à Apple. C'est sûr, je la pomme. En attendant le verdict de cet appel, il conviendra aussi d'observer les grands débuts du Digital Market Act, ce texte qui est entré en vigueur le 6 mars, avant hier, a déjà forcé Apple à modifier sa stratégie en Europe en ouvrant les portes de ses appareils aux applications tierces installées depuis d'autres plateformes que l'App Store. Google Drive corrige enfin l'un de ses plus gros défauts. Après l'exposition des données personnelles d'1 million d'utilisateurs, Google Drive veut redorer son blason. Le célèbre service de stockage et de partage fait peau neuve grâce à une nouvelle mise à jour. Fraîchement déployée, celle-ci permet de gommer l'un des plus gros défauts de la plateforme, la lecture de vidéos. Pour rappel, il est possible d'introduire des vidéos dans Google Drive afin de les partager avec d'autres usagers. Sauf que la procédure est chronophage, le traitement prenant parfois quelques minutes. Outre ces lenteurs, des saccades et d'autres problèmes surviennent parfois lors de la lecture, de quoi agacer vivement les utilisateurs touchés. Heureusement, la mise à jour devrait venir à bout des lenteurs et de la qualité médiocre grâce au déploiement de la fonctionnalité DASH, Dynamic Adaptive Streaming over HTTP. Celle-ci offre, et je cite, une lecture adaptative du débit binaire, permettant aux utilisateurs de profiter d'une lecture à résolution supérieure ou inférieure en fonction de la qualité de leur réseau local. Concrètement, cela devrait permettre de lancer les vidéos plus rapidement et de réduire le buffering pendant la lecture. Ces optimisations seront appliquées sur toutes les nouvelles vidéos ajoutées sur Google Drive. Les vidéos déjà intégrées seront mises à jour d'ici à la fin de l'année. Dans le même temps, Google a mis à jour la déclinaison iOS de Drive, qui profite aussi depuis quelques mois du scanner de documents. L'application pour iPhone fluidifie l'expérience de recherche en facilitant l'accès à ses filtres. Des catégories apparaissent désormais sous la barre de saisie pour vous aider à retrouver plus facilement vos fichiers. Exemple, des types de fichiers propriétaires, date de modification. Vous pourrez aussi appliquer ces filtres sur la page des résultats de recherche. Ces nouveautés pratiques sont d'ores et déjà disponibles pour les clients Google Workspace, les abonnés Google Workspace Individual et les utilisateurs de comptes Google personnels utilisant des appareils tournant sous iOS. Google le communiquera lorsque ces ajustements seront disponibles pour les appareils sous Android. La nouvelle appli Miracle de Google qui résout vos problèmes de mathématiques. Si vous êtes à la recherche pour un proche d'un outil capable de résoudre des opérations et problèmes complexes en les prenant simplement en photo et sans avoir à attendre ni à réfléchir, vous frappez à la bonne porte. Google dispose d'une application mobile, Photomat, qui pour certains pourrait carrément s'avérer être un compagnon de luxe. Le principe de Photomat est simple. Il suffit de scanner le problème mathématique pour obtenir des résultats instantanés. Une fois cela fait, il est tout à fait possible d'explorer différentes options de solutions. Mais attention, le souci du détail se paie. La gratuité de l'outil a ses limites. Pour aller pas à pas, vous devez évidemment ouvrir l'application et lui accorder l'autorisation d'accéder aux photos ou aux vidéos de votre appareil. Photomat vous demande alors de capturer le problème mathématique. Respectez bien le cadre destiné pour que la formule ne déborde pas. Vous éviterez le risque d'une mauvaise interprétation de l'algorithme. L'algorithme, justement, est particulièrement impressionnant. En un éclair, vous obtenez la solution au problème. Que vous preniez en photo un problème simple ou plus complexe depuis un support papier ou un écran, à chaque fois, l'application fait mouche. Photomat ne se contente pas de simplifier les choses et d'afficher les réponses. Eh bien non, en cliquant sur afficher la résolution des étapes. Après lui avoir proposé une opération, vous accéderez au raisonnement et calcul détaillé. L'application est aussi pratique que pédagogique. Autre fait notable, l'outil propose une calculatrice scientifique perfectionnée. Au final, il vous sera difficile de ne pas obtenir de réponse de Photomat. Algèbre, calcul, trigonométrie, statistiques, mathématiques de base, l'application n'a pas de secret. Mais attention, si vous passez prochainement des examens, ne dégainez
pas votre téléphone. La magie a ses limites, vous le savez bien. Si Google propulse Photomat, le géant américain n'en est pas à l'origine. C'est l'éditeur croate Microblink qui a développé l'application en 2014. L'entreprise a été rachetée par Google en 2022. Notons que l'application est gratuite, mais qu'une version payante offrant plus de détails et des tutos animés, Photomat Plus, devrait bientôt être disponible en France à un tarif avoisinant les 10 € par mois ou entre 60 et 70 € en abonnement annuel. WhatsApp, vous pourrez bientôt envoyer vos photos et vidéos en HD par défaut. Après avoir passé des années à compresser les photos et vidéos que vous envoyez à vos proches, WhatsApp a concédé il y a quelques mois de cela à intégrer une option pour partager vos contenus multimédia en HD. L'option disponible sur iOS comme sur Android n'est toutefois pas très pratique, car même si ce réglage est le bienvenu, il doit impérativement être appliqué à chaque nouvel envoi de contenu dans une conversation. Mais cela ne devrait plus durer très longtemps. Dans une récente bêta de son application Android, WhatsApp est, semble-t-il, en train de tester une option permettant de configurer l'application pour qu'elle n'envoie vos contenus qu'en HD par défaut. C'est du moins ce que montre une capture d'écran partagée par WA Beta Info, excusez-moi, toujours très bien renseigné quand il s'agit de WhatsApp. Celle-ci montre la présence d'une nouvelle option au sein des menus des paramètres de stockage de l'application. A priori, WhatsApp serait sur le point de vous permettre de configurer par défaut la qualité des photos et vidéos que vous partagez avec vos proches. Ça signifie donc qu'il ne sera plus nécessaire de sélectionner ce paramètre manuellement à chaque envoi de photos ou de vidéos dans une conversation. Magnifique. Par ailleurs, l'application de messagerie aurait décidé de conserver les derniers paramètres de qualité sélectionnés manuellement par l'utilisateur lorsque celui-ci a partagé une image dans une discussion. L'envoi de photos et de vidéos en HD appliquant toujours une légère compression sur les fichiers. Ceux-ci qui souhaiteraient envoyer du contenu en qualité originale devront toujours passer par le menu de partage dédié aux documents. Pour l'heure, aucune information quant à la date de disponibilité de cette nouvelle option n'est connue. WhatsApp ne devrait toutefois pas trop tarder à la déployer dans la version stable de son application, sans doute au cours des prochaines semaines. Threads propose une nouvelle option permettant de sauvegarder les publications favorites. La nouvelle fonctionnalité de favoris de Threads offre aux utilisateurs la possibilité de sauvegarder des publications de manière plus discrète que l'option J'aime qui est publique. Cette fonctionnalité est particulièrement appréciée des utilisateurs assidus de X, anciennement Twitter, et des consommateurs d'informations, car elle permet de créer une collection de liens et de publications pour une consultation ultérieure. Sur X, les utilisateurs payants ont même la possibilité d'organiser leurs favoris dans différents dossiers pour un accès plus facile. Contrairement à X, l'option de sauvegarde est un peu plus discrète sur Threads. En effet, pour sauvegarder une publication, les utilisateurs doivent accéder au menu à 3 points plutôt que de le faire directement depuis la chronologie principale de l'application. Pour consulter ultérieurement vos favoris, vous devez vous rendre dans les paramètres de l'application. Suite à l'annonce de ce nouveau déploiement sur Threads, certains utilisateurs ont exprimé leur frustration de ne pas avoir encore accès à cette fonctionnalité ni au sujet tendance récemment lancé. En effet, Instagram développe ces nouvelles fonctionnalités Threads progressivement et non simultanément à tous les utilisateurs. Cela est dû en partie au fait que Threads dispose de moins de ressources d'ingénierie que le reste de Meta, mais aussi au fait que Threads est une application importante en soi. Le réseau social étant à 130 millions d'utilisateurs actifs mensuels environ. En plus de la fonctionnalité de favoris, les utilisateurs de Threads ont également remarqué qu'ils commençaient à recevoir des notifications de Facebook et de Threads dans leurs notifications Instagram. La semaine dernière, la société Threads a confirmé qu'elle avait initié des essais pour intégrer une nouvelle fonctionnalité à son application dans le cadre de ses initiatives de développement. Cette dernière est en effet relative à la publication croisée, on a parlé la semaine passée, de contenu de Facebook vers Threads. Hashtags partage Mute. Avec sa dernière version, Blue Sky rattrape enfin X.
Le travail se poursuit sur Blue Sky, l'alternative à X.com, Mastodon ou autres Threads. Dans sa version 1.7 en cours de déploiement, le réseau social se dote d'outils indispensables pour son avenir. Il ressemblait toujours un peu plus à son modèle. Tout d'abord, les hashtags ou mots dièse en français font enfin leur arrivée, déjà utilisables sur des applications tierces, mais aujourd'hui cliquables partout. Ces hashtags permettent, comme partout ailleurs, une fois associés à un mot-clé, d'afficher votre message avec tous les autres messages composés de ce même hashtag. Cliquer dessus permet de retrouver tous les messages qu'il utilise, mais aussi de les masquer. C'est d'ailleurs l'une des autres nouveautés de Blue Sky. Il est désormais possible de masquer des hashtags ou des mots. Direction le menu modération pour régler cela et éviter, par exemple, de vous faire spoiler votre série favorite. Ensuite, dans cette mise à jour 1.7, il est possible de partager des liens et des images vers Blue Sky depuis le menu de partage de votre appareil mobile. Sur desktop, cette fois, la version web affiche, comme sur un mobile, une nouvelle page d'accueil avec votre flux actuel en haut. Enfin, un bug affichant des publications sous les mauvais utilisateurs a été corrigé. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. X, anciennement Twitter, on va le dire quand je ne sais pas combien de temps on va dire ça, mais bon, propose un nouveau format vidéo pour les débats en direct. En 2021, on va le dire, Twitter, qui est devenu X, ou X, anciennement Twitter, s'est inspiré des salons audio de l'application Clubhouse pour lancer sa fonctionnalité Spaces. Et aujourd'hui, bien que ce type de salon ne soit plus vraiment à la mode, les espaces ou les spaces de X font partie intégrante de l'expérience du réseau social. En effet, sur X, qui est très axé sur l'actualité et les débats sains, les spaces sont un excellent moyen d'organiser des sessions questions-réponses en direct ou encore des débats sur un sujet d'actualité. En tout cas, il ne s'agit pas d'une fonctionnalité qui est près de disparaître, puisque X vient même de muscler ses espaces en intégrant le format vidéo. Comme le rapporte The Verge, il y a quelques jours, Elon Musk a partagé la vidéo d'une personne qui a présenter cette nouvelle fonctionnalité. Selon la vidéo, lors de la création d'un nouveau space, l'hôte aura la possibilité d'activer ou non la vidéo. L'hôte peut ensuite choisir entre l'appareil photo frontal ou celui de l'arrière et entre les orientations portrait ou paysage. Pour le moment, cette nouveauté ne serait disponible que sur iOS et seul l'hôte a la possibilité de diffuser de la vidéo en direct lors d'un space, tandis que les participants ne peuvent s'exprimer qu'avec l'audio. Sinon, il est aussi important de préciser qu'il ne s'agit pas d'un retour de périscope. En effet, X propose déjà une fonctionnalité de diffusion vidéo en direct sans les salons audio. En tout cas, ces derniers jours, X a fait le plein de nouveautés pour ses utilisateurs. En effet, la plateforme a récemment annoncé la disponibilité de la fonctionnalité d'appel dans la messagerie pour tous les utilisateurs. Avant cette annonce, seuls les utilisateurs premium de la plateforme pouvaient démarrer un appel, tandis que les utilisateurs de la version gratuite ne pouvaient que répondre. Pour information, cette fonctionnalité d'appel est très importante pour X, qu'Elon Musk souhaite transformer en super application similaire à WeChat en Chine. D'ailleurs, le propriétaire du réseau social prévoit plus tard abandonner son numéro de téléphone afin de ne plus utiliser que les appels sur X. Starlink teste sa 4G par satellite. Starlink prépare sa deuxième révolution après avoir lancé une alternative à l'Internet fixe par satellite. Le service de télécommunication de SpaceX travaille sur une connexion directe avec les smartphones, téléphones. Précédemment, après avoir réussi le premier lancement, SpaceX a pu valider sa technologie en envoyant le tout premier texto depuis l'espace. Par la suite, l'entreprise a pu poster une publication sur le réseau social X en utilisant sa connexion mobile fournie via satellite. Et dans une nouvelle publication, Elon Musk annonce que SpaceX a réussi à atteindre une vitesse de téléchargement maximale de 17 mégabits seconde depuis un satellite vers un téléphone Samsung non modifié. 17 mégabits quand même. En analysant les informations partagées par M. Musk, les personnes de Sam Mobile ont par ailleurs
déduit que le modèle que SpaceX a utilisé pour ce test serait un Samsung Galaxy S21 Ultra de 128 GB. Il ne s'agit donc pas d'un smartphone ultra récent. En tout cas, le fait que ce téléphone n'a subi aucune modification est important. En effet, si des connexions mobiles par satellite existent déjà, la technologie de Starlink se démarque par le fait que celle-ci doit prendre en charge n'importe quel téléphone 4G. Il est normal de penser que SpaceX pourrait entrer en concurrence directe avec les opérateurs mobiles en utilisant ses satellites Starlink. Cependant, en réponse à un utilisateur, Elon Musk a rappelé que la nouvelle offre n'est pas destinée à remplacer les services de ses opérateurs, mais à les compléter. Je le cite, ce système n'est efficace que là où il n'existe aucun service cellulaire, a indiqué le patron de SpaceX. Il continue, ce service fonctionne en partenariat avec les fournisseurs de services sans fil, a-t-il aussi rappelé. Par exemple, aux États-Unis, le partenaire de SpaceX est l'opérateur T-Mobile. Au Canada, il travaille avec Rogers. Au Japon, il travaille avec KDDI. Et en Suisse, l'entreprise collabore avec SALT, S-A-L-T. Actuellement, aucun partenaire français n'a encore été annoncé. Dans sa feuille de route, SpaceX prévoit de proposer les textos par satellite à partir de cette année. Puis, en 2025, l'offre inclurait aussi les appels ainsi que les données mobiles. Netflix met fin au paiement sur iPhone. Netflix vient de durcir encore le ton face à Apple et son système de paiement sur l'App Store. Depuis la fin de l'année 2018, il était déjà impossible de s'abonner à Netflix depuis un iPhone. La plateforme de streaming ne voulant pas perdre des millions de dollars dans les commissions pour Apple. Lors de cette modification de son application pour iPhone et iPad, le N rouge avait cependant laissé une petite échappatoire aux personnes déjà abonnées. Il était toujours possible pour elles de payer leur souscription avec leur téléphone iPhone jusqu'à ce que le compte soit annulé, avait alors assuré l'entreprise. Mais près de 6 ans après, Netflix semble ne plus avoir de patience. Dans un communiqué de presse publié cette semaine, Netflix annonce que les clients qui utilisent toujours le système de paiement d'Apple vont devoir trouver un autre moyen pour régler leur abonnement. Pour rappel, payer son abonnement directement avec son téléphone ou iPad permet à Apple de récupérer une commission de 15% tous les mois. Un beau magot qui ne tombe pas dans les poches de Netflix aux grandes dames de la plateforme de streaming. Le N rouge a donc décidé de réagir et le paiement via l'iPhone sera bientôt de l'histoire ancienne. Dans son communiqué, Netflix assure que les clients concernés seront prévenus par courriel dans les prochains jours afin que le changement soit effectif le plus rapidement possible. L'arrivée de la nouvelle loi en Europe, la DMA, encadrant le monopole de l'App Store, doit faciliter la tâche à Netflix et expliquer cette soudaine prise de parole. Le site d'information 9to5Mac suggère que ce changement de méthode de paiement arrive également dans les prochaines semaines aux États-Unis. La grande majorité des personnes qui sont abonnées à la plateforme avant 2018 sont nord-américains et c'est dans le pays de l'oncle Sam que cette mesure aura le plus grand impact financier. Netflix n'a jamais communiqué sur le nombre d'abonnés qui paient encore leur souscription avec le système de paiement d'Apple. Mais si la plateforme de streaming prend le temps de publier un communiqué de presse, c'est sûrement que le problème ne touche pas qu'une dizaine de personnes à travers le monde. Le gestionnaire de mots de passe Proton Pass débarque sur Windows. La tendance a beau être en leur remplacement par les passkeys, les mots de passe sont encore très largement utilisés pour protéger l'accès à nos données. Je serais curieux de savoir si les gens ont vraiment embarqué dans les passkeys. Vous le savez, depuis le temps qu'on le répète, il ne faut pas utiliser des sésames trop faciles à trouver tels que votre date de naissance ou encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et comme il faut aussi éviter d'utiliser deux fois le même mot de passe pour deux services différents, le plus simple est de se servir d'un gestionnaire de mots de passe. Je suis très d'accord. Un coffre-fort pour lequel vous avez seulement besoin de retenir la combinaison qui l'ouvre ou le mot de passe maître. Proton Pass est l'un de ces gestionnaires. Si vous ne connaissez pas déjà, Proton est une entreprise proposant des équivalents au programme de Google ou Apple. Un client mail avec Proton Mail, un espace de stockage en ligne avec Proton Drive.
Leur particularité est de mettre l'accent sur le respect de la vie privée des utilisateurs et sur la protection de leurs données. La plupart des services de Proton possèdent ainsi une version web, mais aussi une version Windows qui permet leur utilisation en mode hors ligne, sans échange avec Internet. Il manquait Proton Pass à la liste et c'est désormais chose faite. Le gestionnaire Proton possède les fonctionnalités qu'on attend d'un tel programme. Il stocke tous vos identifiants, bien sûr, génère des mots de passe forts en fonction des critères choisis et complète automatiquement les champs dans lesquels il faut les entrer. L'un des avantages de Proton Pass est la création d'alias de votre adresse courriel. Au lieu de fournir votre véritable courriel à un service pour s'y inscrire, vous vous servirez d'un autre unique qui transférera les messages à la vraie adresse. En cas d'attaque, c'est l'alias qui encaisse, protégeant l'original. Proton Pass s'invite donc sur Windows et en profite pour proposer une interface affinée. Le mode hors ligne garantit l'accès à vos informations, même sans connexion, mais il est disponible uniquement pour les personnes ayant souscrit à l'abonnement Proton Pass Plus ou Unlimited. Une version pour macOS et Linux arrivera plus tard dans le courant de l'année 2024. Une violation de base de données a exposé des codes de facteur 2FA, des codes de double authentification. YX International, drôle de nom de compagnie, une société technologique asiatique spécialisée dans la production de matériel de réseau mobile et la prestation de services de routage de SMS, a récemment été au cœur d'une polémique. La société, qui affirme envoyer 5 millions de SMS chaque jour, a laissé une de ses bases de données internes sans protection sur Internet. Hein? Est-ce qu'on entend le bruit des criquets? Cela a permis à toute personne connaissant l'adresse IP publique de la base de données d'accéder aux informations sensibles qu'elle contient en utilisant simplement un navigateur web. Anurag Shen, un expert en cybersécurité connu pour ses découvertes de données confidentielles non protégées sur le web, a mis la main sur la base de données. Il a transmis les informations relatives à cette base de données à TechCrunch dans le but d'en retrouver le propriétaire et de signaler la vulnérabilité. Cette base de données renfermait le contenu de messages textes envoyés aux utilisateurs, incluant les codes d'accès temporaires et des liens pour réinitialiser les mots de passe pour un certain nombre des plus grandes entreprises technologiques et digitales mondiales comme Facebook, WhatsApp, Google, TikTok, entre autres, quand même. L'authentification à 2 facteurs, la 2FA, est généralement perçue comme une protection supérieure contre les intrusions de comptes en ligne qui s'appuient sur le vol de mots de passe. Toutefois, cette violation de données a montré que les codes transmis par SMS ne sont pas aussi sûrs que d'autres formes de 2FA, comme un générateur de code basé sur une application, Google Microsoft Authenticator, car les messages SMS peuvent être interceptés ou exposés. Après la découverte de la violation, TechCrunch a identifié des groupes d'adresses de courriel internes et les mots de passe associés et liés à YX International dans la base de données compromise. Suite à l'alerte, l'entreprise a rapidement rendu la base de données inaccessible. Pourquoi l'avoir rendu accessible au départ? Un porte-parole de YX a affirmé que l'entreprise avait colmaté cette faille. Cette fuite de données souligne l'importance de la sécurité des données et la nécessité pour les entreprises de prendre des mesures appropriées pour protéger les informations sensibles. Alors que nous continuons à nous appuyer sur la technologie dans notre vie quotidienne, il est essentiel que les entreprises prennent au sérieux leur responsabilité de protéger les données des utilisateurs. WordPress, Tumblr, Reddit, ils vont revendre vos données à l'intelligence artificielle. Le temps des skyblogs n'est plus et Tumblr a rendu l'âme. Reste que les plateformes de microblogging qui nous servaient de journaux intimes virtuels au début des années 2000 continuent d'exister. Pour assurer leur pérennité financière, ils ont trouvé une reconversion étonnante en vendant leur immense base de données à des entreprises tierces afin d'alimenter des modèles d'intelligence artificielle. Petite parenthèse, on l'a toujours dit, quand c'est gratuit, c'est vous le produit.
Concrètement, je ferme la parenthèse, concrètement, tout le contenu que vous avez publié gratuitement sur votre blog en 2003, en espérant recevoir quelques likes de la part de vos amis, eh bien, va désormais servir à perfectionner les compétences d'OpenAI et de Midjourney, rapporte le média américain 404. Parmi les plateformes concernées, on retrouve WordPress, Tumblr et Reddit, 3 mastodontes du début des années 2000. Jusqu'à présent, les entreprises s'étaient plutôt intéressées aux données open source pour alimenter leur modèle de langage d'intelligence artificielle. L'idée était efficace, mais elle posait aussi de sérieux problèmes juridiques. Ces derniers mois, plusieurs auteurs et romanciers, à l'image du créateur de Game of Thrones, George R.R. Martin, s'étaient opposés à ce que l'intelligence artificielle accède à leurs textes pour apprendre à écrire selon leur style. Et je les comprends. Pour pallier le problème, OpenAI et ses concurrents se sont mis en tête d'accéder à d'autres types de bases de données. Pour Grok, l'intelligence de M. Musk, cela prend la forme de tout ce qui se transite par X. Pour d'autres, la course à la data passe par le rachat d'immenses bases de données textuelles alimentées par les internautes, puis laissées à l'abandon. Sans surprise, la décision ne fait pas l'unanimité. Chez Tumblr, extrait de conversation rapporté à 404 Media du chef de produit Sile Gage, l'entreprise s'oppose notamment à la vente des conversations privées, des médias protégés par mot de passe et des contenus à caractère sexuel. Chez Reddit, la vente est déjà effective. Le 17 février dernier, l'entreprise a annoncé avoir conclu un accord de 60 millions de dollars par année avec une grande société d'IA anonyme pour partager les données liées aux 62 millions d'utilisateurs actifs qui transitent chaque jour sur ces forums. Une somme importante, bien plus que celle offerte par OpenAI aux médias pour accéder à leur contenu protégé par copyright. En plus de WordPress, Tumblr et Reddit, la banque d'images Shutterstock a signé un accord de 6 ans avec OpenAI afin d'entraîner DALL-E, son programme d'intelligence artificielle capable de générer des images. La monétisation des data entre décidément dans une nouvelle ère. Tous les placentas humains seraient pollués par des microplastiques. Dirigé par le professeur Matthew Campen, en collaboration avec des chercheurs de l'Université de médecine de Baylor et de l'Université d'État de l'Oklahoma. Cette étude a analysé chimiquement 62 échantillons de placenta. Les résultats sont préoccupants. Concentration de microplastiques variait de 6,5 à 790 microgrammes par gramme de tissu, et avec une présence généralisée du plastique dans tous les échantillons testés. Cette découverte soulève des interrogations sur les impacts potentiels des microplastiques sur la santé, notamment lors du développement fœtal. En effet, le polyéthylène, principalement utilisé dans la fabrication de sacs et de bouteilles en plastique, représentait 54% des microplastiques détectés, suivi du PVC et du nylon. Jusqu'à présent, quantifier précisément la quantité de microplastiques dans les tissus humains était un défi, mais cette nouvelle méthode analytique permet une mesure plus précise de ces particules. La première étape de la méthode utilisée consiste en un traitement chimique des échantillons de placenta. Ce processus appelé saponification vise à dissoudre les graisses et les protéines présentes dans les tissus. Une fois les échantillons traités chimiquement, ils sont soumis à une centrifugation à ultra haute vitesse. Cette technique permet de séparer les particules de plastique des autres composants du mélange en les faisant migrer vers le fond du tube de centrifugation. Enfin, la troisième étape consiste en un processus de pyrolyse, bien ça, des particules de plastique isolées. Les dépôts de plastique sont chauffés à une température élevée, atteignant jusqu'à 600 degrés Celsius. Cette chaleur intense provoque la décomposition des particules de plastique en gaz qui sont analysées ensuite. Les implications de cette contamination sont vastes, touchant à la fois la santé humaine et l'environnement. Avec la production mondiale de plastique en constante augmentation depuis les années 50, le plastique se retrouve désormais dans pratiquement tout ce que nous consommons, et même l'eau en bouteille. Notre alimentation quotidienne. Cette omniprésence du plastique dans notre environnement augmente les risques d'exposition tant par ingestion que par inhalation. Si les effets exacts des microplastiques sur la santé humaine restent à déterminer, des études précédentes ont montré que ces particules peuvent endommager les cellules humaines et provoquer une inflammation, voire libérer des substances chimiques nocives contenues dans les plastiques. La présence de microplastiques dans le placenta est particulièrement préoccupante car cet organe ne commence à se développer que tardivement au cours de la grossesse,
constituant ainsi une barrière naturelle pour le fœtus. Cependant, cette étude révèle que les microplastiques sont capables de franchir cette barrière, posant ainsi une menace potentielle pour le développement fœtal. Face à cette situation alarmante, Matthew Campen et son équipe envisagent de poursuivre leurs recherches pour mieux comprendre les impacts des microplastiques sur la santé humaine. Alors, j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Si vous avez des suggestions d'actualité, des commentaires, vous voulez m'envoyer un message audio ou simplement me payer un café, eh bien, c'est très simple. Vous trouverez tous les liens sur linktr.ee/audiophile. Il y a même une section nommée Docu, le rendez-vous tech d'Audiophile intégral avec l'ensemble des références web ou liens URL. Et je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles pendant l'écoute de cet épisode. Et c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié les actualités de cette semaine. Et c'est pas trop... parfois, il y a des actualités pas très... comme la dernière là, sur les microplastiques, c'est pas très positif. Mais que voulez-vous, la technologie, c'est comme n'importe quel autre sujet. Il y a du positif, il y a du négatif. Il faut essayer d'avoir un point de vue... le plus large possible. Il y a des choses qui font peur. Moi, l'intelligence artificielle, j'aime moins. Mais bon, ça va arriver. C'est déjà là en place. Ça ne va pas arriver. C'est déjà là. Mais je pense que la question qu'il faut se poser dans certains cas, c'est jusqu'où on veut que la technologie pénètre ou entre dans notre vie. Hein? C'est quoi la limite qu'on a? Et chaque personne va avoir des limites différentes, bien sûr. Parfois, la technologie, et ça peut être magnifique, mais parfois, ça peut être moins beau. Bref, sur cette pensée philosophique de votre animateur, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde!